On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'eau du jour a baigné dans l'écriture. On peut même dire que c'est la bande-son de sa vie. L'eau du jour, c'est Sylvain Moraillon. Salut Sylvain, comment tu vas? Bonjour Audrey, ça va très bien et toi? Ça va, ravi de te recevoir ici. Eh bien, je suis ravi de venir, voilà. Donc j'ai dit que l'écriture c'était la bande son de ta vie. Est-ce que j'ai bien résumé les choses? C'est même toute ma vie. J'ai commencé à écrire très très jeune, donc vers 12-13 ans, donc voilà, ça continue aujourd'hui, 40 ans après, donc oui, je pense. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, tes différentes casquettes? Je suis ce qu'on appelle un artiste éclectique. Je me suis fait connaître comme parolier. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais tout jeune. J'ai commencé par écrire pour des gens comme Daniel Lavoie et Michel Fugain. Et puis après, ça a bien marché. Du coup, j'ai écrit pour la télévision, des émissions comme Un gars, une fille ou Caméra Café. Parce que je pense que l'humour, c'est aussi très important. Et maintenant, depuis 2009, j'écris aussi des livres. Voilà, je dois en être à mon 10e. Ah écoute, félicitations en tout cas. Et en plus, j'ai vu que tu as écrit des romans, des essais. Oui, je mélange un peu les genres parce que je m'ennuie très vite, donc j'ai besoin de passer d'un genre à l'autre. J'ai écrit des thrillers, des essais, 2 essais notamment sur la protection de l'enfance, un roman historique, un conte philosophique, voilà. Et comment ça t'est venu l'écriture? Ça m'est venu très jeune. D'abord, ma grand-mère, qui m'a élevé en grande partie, m'a donné l'amour des livres. Donc j'ai baigné dedans tout petit, puisque ado, je devais lire à peu près un livre par jour quand j'étais en vacances. Et puis, je pense que c'était aussi une manière de trouver un refuge, de fuir mon enfance, de fuir mon enfance sûrement, et de me réapproprier la réalité, de reprendre une forme de maîtrise sur la réalité. Voilà, de reconstruire un monde qui m'appartenait. Parce qu'on sent que, comme tu as dit, tu as écrit des livres, tu as écrit des chansons, donc c'est vraiment ton truc, quoi. C'est ça. Écoute, on est là pour parler justement de livres, ton dernier livre, Pourtant c'était ma mère, publié aux éditions City Éditions, donc sorti en avril 2025. Donc en tout cas, là, tu parles des années de maltraitance que tu as vécues il y a 40 ans quasiment. C'est ça fait une quarantaine d'années, oui, un peu plus même, mais voilà. Et comment ça se fait que 40 ans après, tu aies voulu raconter cette période de ta vie? Pourquoi 40 ans après? D'abord parce que j'ai la maturité pour le faire, hein. J'ai le recul aussi pour parler des personnages dont je parle, notamment ma mère et mon beau-père, parce que c'est pas si évident que ça de revenir sur cette période et d'en parler de manière intelligente. Donc je pense que j'ai le recul aujourd'hui et la maturité, l'expérience nécessaire pour aborder le récit d'une enfance aussi difficile. Ensuite, je voulais que mes enfants connaissent leur historique familial aussi, pour leur éviter d'éventuelles reproductions de schémas dans leur vie d'adulte, que les choses soient claires pour eux, qu'ils soient lucides, et que ils évitent certains écueils. Et puis surtout, j'avais une grande motivation par rapport au public, qui était sur... c'est la présentation qu'en a faite l'éditeur d'ailleurs, et il avait raison, parce que pour moi c'est un livre sur la résilience, et je voulais vraiment transmettre un message de résilience à travers ce livre, pour dire aux gens qui peuvent se sentir concernés, qu'ils soient jeunes, ados, ou jeunes adultes, ou même adultes, dans la force de l'âge, que à tout moment on peut prendre la bonne décision pour... changer le regard qu'on porte sur son passé, changer son chemin de vie aussi. Voilà. Donc c'était important pour moi de dire, quel que soit ce qu'on a vécu, on peut toujours trouver un chemin pour mieux vivre derrière. Ouais, c'est très profond ce que tu dis, et très vrai. Je vais lire un passage justement dès l'intro en fait. Tu dis: aujourd'hui, la parole se libère pour les femmes, il était temps, mais celle des enfants peine toujours à être entendue. D'une part, ils restent soumis à leur ascendance, la loyauté envers leurs parents, dictée par les liens du sang, les empêche de s'exprimer comme quand ils le devraient. D'autre part, la société considère aujourd'hui, notamment depuis l'affaire Autrou, que leur récit est rarement fiable.
Et toi, en fait, là, ce que tu dis, c'est que dès l'âge de 18 ans, tu as couché sur papier tout ce que tu as vécu. J'ai tout écrit pour ne pas oublier, ne pas voir le temps déformer mes souvenirs. Je voulais graver les choses vraiment pour pas les oublier, parce que je savais que tôt ou tard dans ma vie un jour je finirais par raconter tout ça. Voilà, je voulais faire sûrement mon chemin avant, parce que ce livre il a du sens aujourd'hui au regard de mon parcours de vie. C'est vrai que si je l'avais sorti quand j'avais 18 ans, ça aurait eu beaucoup moins de sens. Voilà. Ouais, après, comme tu dis si bien, il t'a fallu 40 ans avec la maturité justement pour pouvoir raconter ton enfance avec une distance suffisamment intelligente et intelligible. C'est vrai qu'à 18 ans, tu n'as pas forcément le recul nécessaire. Peut-être que tu aurais été beaucoup plus virulent, beaucoup plus aiguisé. Je pense qu'à 18 ans, il y avait encore de la colère. Il y avait encore de la colère, sûrement, notamment par rapport à ma mère, alors qu'aujourd'hui, il y a une forme de sagesse qui conduit à l'indulgence, presque à de la compassion, parce que quand on est adulte, qu'on a quand même bien vécu, on se dit, bon, voilà, c'était une femme en perdition. Et ce recul-là, je l'avais forcément pas à 18 ans, quoi. Bien sûr. Et en plus, tu dis bien, page 27 à la fin, il me faudra attendre la mort prématurée de ma mère pour que je sois enfin capable de tout lui pardonner. Oui. Alors ça a été très, très, très étonnant, parce que on m'a posé la question dans une autre interview sur la réaction que j'avais eue au décès de ma mère, et j'ai répondu à juste titre l'indifférence, puisqu'en fait, on n'avait pas de lien d'attachement. Et en revanche, il y a eu cette notion de pardon qui est venue instantanément en même temps. Et donc, dès que j'ai appris son décès, je dis, je te pardonne. Et c'est venu vraiment tout seul, sans effort. Mais il a fallu qu'elle s'en aille pour que ma capacité de pardon surgisse. Et t'as pardonné à ton beau-père aussi? En fait, je lui en voulais pas, donc je lui en voulais pas. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a pas d'existence réelle. C'est pas mon père biologique. Moi, pour lui, j'étais une pièce rapportée. Bon, donc j'ai pas ressenti le besoin de lui pardonner, mais j'ai aussi de la compassion. Aujourd'hui, j'ai de la compassion pour lui, parce que je sais qu'il a une vie. Il a une vie que je ne souhaite à personne, d'ailleurs. Donc, voilà, malgré tout ce qu'il a pu me faire, je souhaite à personne d'avoir sa vie. Donc, Tu penses que lui aussi, il a reproduit un schéma? je pense qu'il a dû avoir des relations extrêmement complexes et difficiles avec ses propres parents, et que, sans aucun doute, il a reproduit des schémas, notamment sur les modes d'éducation qu'il entrevoyait pour un garçon. Parce que j'ai deux demi-sœurs, donc, qui sont les enfants qu'ils ont eus tous les deux ensemble, ma mère et mon beau-père, mais elles n'ont pas eu du tout la même enfance que moi. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été maltraitées du tout, elles. Donc, ni par ma mère, ni par mon beau-père. Mais lui, on voyait bien qu'il suivait un modèle, en fait, qui n'était pas un bon modèle, mais il suivait un modèle, sans aucun doute. Mais le truc, c'est que tu disais que donc, il suivait un modèle, tu as eu deux demi-sœurs, mais toi, en gros, toi, tu as vécu chez ta grand-mère, parce qu'on va commencer par rapport à ça, on va revenir sur certains points. Tu as vécu chez ta grand-mère avec ta tante, et avec, à côté, il y avait ton grand-père qui était là, donc tu étais proche. Toi, tu as connu un autre modèle de famille. Donc, toi, ce que tu as vu là-bas, tu savais que c'était anormal, alors que tu dis que tes sœurs, en fait, c'était normal ce qu'elles vivaient. Pour elles, il n'y avait pas d'autre schéma. C'est exactement ça. Voilà, tu as tout dit, en fait. Donc, moi j'ai eu un autre modèle familial, un autre modèle de foyer jusqu'à mes 6 ans et demi, puisque c'est ma grand-mère qui m'a élevé avec ma tante, et la proximité de mon grand-père, effectivement. Donc, j'avais une figure maternelle en la personne de ma grand-mère, et une figure paternelle à travers celle de mon grand-père, et qui m'ont servi de modèle pour me construire. Donc, quand ma mère m'a emmené, j'ai basculé dans un monde qui était complètement différent, tout autre, avec un modèle d'anormalité qui était assez stupéfiant, et qu'il était suffisamment dès le départ pour ne pas faire que je me sente appartenir à ce modèle-là. Donc je me suis tout de suite senti l'étranger dans la maison. Parce que, pour en revenir à ta maman, elle t'a eu à 17 ans, et
elle te dit, elle sait pas qui est ton père, elle te dit ça comme ça. Et en gros, trop immature pour t'élever, donc elle te laisse chez ta grand-mère. Jusqu'à l'âge de 6 ans, où après, elle vient te récupérer avec ta première petite sœur et avec ton beau-père que tu rencontres là, comme ça. Et tu sens à ce moment-là que c'est pas bon. Tout de suite, je sens que ça va pas. Tout de suite, je sens que ça va pas, que ma mère, elle est pas tout à fait normale et que ça va être compliqué avec mon beau-père. Et alors, j'en ai pas parlé dans le livre, mais je vais le dire là. Il y a une chose psychologiquement assez violente tout de suite, c'est le fait que cet homme débarque dans ma vie du jour au lendemain, je le connais pas, et tout de suite, ma mère m'oblige à l'appeler papa. Donc je dois dire papa à un type que j'ai jamais vu de ma vie, en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. Déjà, tu avais du mal à dire maman, carrément. Bah, c'est un mot qui n'avait pas de... C'est un mot qui ne recouvrait aucun sens pour moi, en fait. Maman, c'était un mot, quelque part, qui n'existait pas pour moi. Elle était absente tout le temps, je la voyais une fois par an, donc une maman, c'était quoi? Je ne savais pas. Et comme j'étais heureux chez ma grand-mère, je me posais pas de questions, même en voyant les autres enfants à l'école ou au parc. Enfin, je me posais pas de questions simplement parce que j'étais heureux, quoi. Donc, moi, dire maman ou papa, ça avait aucun sens pour moi. Et tu arrives justement dans ce foyer-là. Après, à un moment donné, vous déménagez à Villeneuve-le-Roi dans un quartier. Et toi, en fait, tu es souffre-douleur de tes deux parents, en fait. Ton beau-père par rapport à la violence verbale physique et ta mère par rapport à la violence verbale physique aussi, mais aussi le fait de le fait que son état périclite, sa santé mentale, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que très vite, elle se met à entendre des voix. Elle sombre dans la paranoïa, mais elle a été diagnostiquée pour ça, hein. C'est pas une illusion, hein. Donc elle entend des voix, elle est persuadée que les voisins lui veulent du mal, pensent du mal d'elle, qui cachent des micros dans les plaintes de l'appartement. Elle se met à boire de plus en plus. Elle finit par être suivie à Villejuif, à l'hôpital psychiatrique, et donc elle est mise sous traitement psychiatrique sans arrêt. Et elle finit complètement défoncée par l'alcool et les médicaments qu'elle prend plus comme un traitement. Au bout d'un moment, elle les prend vraiment pour se défoncer. Elle fait des pseudo-tentatives de suicide à répétition. Et sa vie se résume à faire entre deux crises d'hystérie, à faire des allers-retours entre la maison et l'hôpital psychiatrique. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et en même temps, ton beau-père est défaillant, il faut le dire. Donc toi, par rapport à tes sœurs, c'est quasiment toi qui t'occupes de tes sœurs. Tel un père responsable. Bah, c'est même pas quasiment, c'est clairement ça, hein. Mes sœurs, je les ai élevées, je leur ai changé les couches, je les ai emmenées à l'école, je leur faisais faire les devoirs, je leur faisais à manger, je faisais le ménage à la maison, je faisais tout ce qu'un adulte est censé faire. Et comme mon beau-père partait travailler sur Paris, il était absent toute la journée, ma mère était complètement démissionnaire ou à l'hôpital, donc il fallait bien quelqu'un pour s'occuper des enfants, et donc je le faisais, voilà. Mais justement, toi, à ce moment-là, tu vois que c'est un peu tendu. À un moment donné, tu dis que tu commences à... Tu t'es pas rendu compte de la chose, mais tu étais en dépression. Oui, alors ça, c'est venu un peu plus tard, mais oui, j'ai fini... T'es sûr que c'est venu un peu plus tard? C'était pas peut-être avant, mais tu le savais vraiment, vraiment pas? Bah, peut-être pas. En tout cas, la prise de conscience est tardive. Ouais. La prise de conscience, elle est tardive. Elle précède de peu le moment où je décide de partir, d'ailleurs. Mais oui, je me vois partir. Je me vois en colère. Je me vois commencer à faire des bêtises. Je me vois sombrer petit à petit dans la délinquance, parce que finalement, je suis l'exemple de tous les gens que j'ai autour de moi. J'ai une espèce de rejet comme ça de la société. C'est comme on est à cet âge, voilà, le monde est tout pourri, il n'y a pas d'avenir, c'est sans issue. En plus, il y a beaucoup de violence. Donc, en fait, toi, il y a la violence dans le quartier et chez toi. Et toi, tu es quelqu'un quand même d'assez violent, d'assez sanguin, qui te laisse pas faire, en fait. Tu te laisses pas faire pour montrer que... Parce que les gens, des fois, ils disent « Ouais, mais toi, ta mère est folle, etc. » Donc, toi, tu réponds tout de suite.
on est obligé de s'endurcir. En fait, moi, à la base, je suis très, je suis très jovial, très enjoué comme garçon. J'étais un enfant plutôt docile. Mais en fait, à force d'être harcelé, de prendre des coups, etc., on finit par s'endurcir. Et c'est vrai que je suis un peu sanguin quand même. Moi, je suis extrêmement pacifique, mais faut pas non plus, faut pas venir me chercher des noises non plus, comme on disait de mon temps. Donc, à un moment, je réponds si on me cherche, quoi. Voilà. Ouais, mais il y a un chapitre à un moment donné qui s'appelle la maladie mentale. Tu parles de ce que ta mère a vécu. Euh, Qu'est-ce qu'elle avait concrètement? Ce qu'elle avait concrètement, c'est qu'elle était paranoïaque. Ça, voilà, elle avait un vrai délire paranoïaque diagnostiqué par les psychiatres, un alcoolisme chronique. La drogue? Ma mère, la drogue, non, ça c'était mon C'était ton beau-père. beau-père, ouais. Ouais, mais ma mère, elle buvait entre 5 et 7 bouteilles de vin par jour. Elle me réveillait le matin à 7 heures du matin pour que j'aille lui acheter sa première bouteille, en me mettant une gauloise brune dans la bouche, en croyant m'acheter avec ça. Et c'était parti. Et toute la journée, je devais faire les allers-retours chez l'épicier pour revenir avec une bouteille de vin pleine, si on pouvait appeler ça du vin, puisque elle prenait les vins les moins chers. C'était du vinaigre, en fait. Mais elle ingurgitait ça toute la journée, jusqu'à en être mais malade, quoi, complètement. Donc c'était des vomissures partout, dans la vaisselle, dans la maison. Elle pétait les plombs, total. Total, quoi. C'était n'importe quoi. En fumant cigarette sur cigarette. Donc, t'es complètement folle, en fait. Mais au sens psychiatrique. Parce qu'à un moment donné, tu dis dans page 146, elle mélangeait les genres mythomanie, paranoïa, délire de persécution, névrose, schizophrénie et médicaments et l'alcool. Ouais, il y avait tout ça à la fois, ouais. Donc, tous les démons qui l'habitaient se renforçaient avec le temps. Elle donnait vraiment parfois l'impression d'être possédée. Mais à ce stade, la psychiatrie demeurant inopérante, aucun exorcisme ne pouvait plus être envisagé. Elle a pris des traitements psychiatriques pendant des années, mais faut dire, elle les prenait quand ça lui chantait, puis quand ça lui chantait, elle arrêtait de les prendre. Mais surtout, elle utilisait les médicaments comme drogue, quoi. Voilà. Elle se droguait pas au sens propre, voilà. Mais elle se droguait avec ses médicaments et l'alcool. Et quand on voit, même si tu n'as pas forcément d'attachement, quand tu vois ta mère dans tel état, qu'est-ce que ça te fait, toi? Je vais te répondre franchement. Moi, le sentiment, l'émotion que j'ai le plus ressenti enfant, au contact de ma mère, c'est la honte. C'est-à-dire que j'avais honte en permanence. J'avais honte quand je la voyais, quand les gens de l'extérieur la voyaient, quand elle agissait. J'avais honte tout le temps. Tout le temps. Quand elle m'envoyait faire les courses, je devais me promener dans la rue avec les bouteilles de vin que je ramenais. Quand il y avait des poux, c'est moi qui devais aller à la pharmacie pour acheter les produits anti-poux. Et Dieu sait qu'on en a eu. Voilà, donc c'est la honte qui m'accompagnait partout. Et en plus, comme mon beau-père était pingre avec moi, comme il n'est pas permis de l'être, j'étais toujours mal fagoté, mal habillé, avec des chaussures trouées, des chaussettes trouées, des vieilles fringues usées, reprises, de seconde main, de troisième main, voilà. Parce qu'il voulait pas, il voulait t'humilier, en fait. En permanence, passer sa vie à m'humilier. Il me tabassait au moindre prétexte, un trou dans une chaussette, une attitude qui lui plaisait pas, un regard de travers ou un ton qui lui paraissait inapproprié sur une phrase anodine. Enfin, tout était prétexte à me mettre ce qu'il appelait des dérouillés. Et il passait son temps à m'humilier, il me traitait d'abruti sans arrêt. D'ailleurs, je crois que j'écris un moment comme si c'était mon deuxième prénom, en fait. Voilà. Donc, il me traitait d'abruti sans arrêt, et puis de tous les noms, voilà, tous les noms d'oiseaux possibles. Il me brûlait avec ses cigarettes, enfin, voilà. Tu penses que lui aussi, il était en souffrance? Oui, je pense que c'est un gars je pense que c'est un garçon qui était en souffrance, qui était conscient d'avoir complètement raté sa vie, et que, voilà. Et peut-être que quelque part, il m'en tenait pour responsable. Voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'était pas tendre. Et justement, en parlant de maladie mentale, à un moment donné, vous entendez un bruit. À un moment donné, vous entendez un gros bruit. Et en fait, toi, tu comprends tout de suite ce qui se passe. Tu comprends tout de suite, immédiatement, tu sais.
Ouais, ouais. Et tu te diriges vers la fenêtre et tu vois ta mère au sol, tête la première, et tes sœurs aussi qui sont là, qui crient. Est-ce que tu peux... Bah, on s'y attendait, puisque ma mère faisait effectivement tentative de suicide sur tentative de suicide, sans jamais mettre à exécution. Mais donc, il était évident, vu la fréquence, que tôt ou tard, ça finirait par déborder et par arriver vraiment. Donc, elle avait menacé des milliers de fois de se jeter par la fenêtre. Et puis, c'est un mercredi après-midi. Voilà, je m'occupais de mes sœurs, comme d'habitude, je leur donnais le goûter, et puis j'entends un hurlement long et continu, et enfin long, c'est une façon de parler, ça paraît long sur le moment, en fait c'est très court, hein, mais quand on vit ce genre de moment, ça paraît toujours très long. Et évidemment, je comprends tout de suite que cette fois-là, voilà, elle est passée par-dessus bord, quoi. Donc je me précipite dans la fenêtre, enfin dans sa chambre, le lit est vide, je vais à la fenêtre, et elle est étendue 2 étages plus bas. Voilà, et je me dis, ça y est, elle l'a fait. Et mes sœurs se mettent à la fenêtre juste à côté, elles la voient par terre aussi. Donc elles ont eu un traumatisme aussi, ça c'est sûr et certain, même si on n'en a jamais parlé vraiment entre nous. Mais donc voilà. Et en fait, comme elle était très costaud, bah, c'était pas si grave que ça, quoi. Voilà. Donc elle s'en est remise, une vertèbre déplacée, une cheville foulée. Mais dans ton livre, toi et ton beau-père, enfin ton beau-père et toi, quelque part, vous espériez que ça aurait été ça avait été la bonne. Mon beau-père, je sais pas. Moi, oui. Parce que ton beau-père, en fait, ce qui est bizarre dans votre relation, c'est que quand il était avec ta mère, c'est comme si il était tendu, donc il était obligé d'être dur avec toi. Mais quand elle n'était pas là, il était tranquille avec toi. Quand elle était pas là, je prenais jamais de coups. Voilà. Ça, c'est très bizarre, hein. C'était vraiment Jekyll et Hyde. Donc, il avait une double personnalité quand il était avec ma mère et quand elle n'était pas là. Et c'était pas du tout le même homme. C'est-à-dire, quand elle n'était pas là, il devenait parfois même très cool, hein. Genre, enfin, on passait des soirées sympas. Parce que vous parliez entre hommes et tout, et Ouais, lui te c'est faisait ça. comprendre que... Après, même des fois, il y avait un langage non verbal, visuel, notamment quand ta mère revient. Vous parlez visuellement, vous vous comprenez sans vous dire un mot. Et même toi, tu as dû te sentir bizarre, à dire, mais cet homme-là, il me bat, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si limite j'avais une complicité avec lui. C'est ça, c'était un peu incompréhensible, mais tout ça faisait que dans ma tête d'enfant, je me disais ça serait beaucoup mieux si elle était plus là, quoi. De toute façon, elle veut mourir, donc voilà. Là, c'est compliqué. Donc, elle vient, au début, tout se passe bien, elle essaye de se sevrer, etc. Bon, il y a des rechutes. Et donc, à un moment donné, je crois qu'elle te dit quelque chose, et je crois que tu lui réponds, et elle te vise quelque chose qui t'a frôlé, et que si ça t'avait touché, Mais je t'aurais serais pas été mort. là. T'aurais pas été là, Moi, là-bas. je serais mort. Elle m'a jeté un verre. Elle m'a jeté un Pourquoi, verre pourquoi sur d'ailleurs? Est-ce la que tête. tu peux rappeler Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. Elle n'avait pas forcément besoin d'une raison. De toute façon, ma mère, c'est simple, hein. Les raisons qui la poussaient à s'en prendre à moi, c'était l'attachement que je portais à ma grand-mère. hum, 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 hum. Voilà. Ça la rendait folle de rage que je sois attaché à ma grand-mère et à ma tante, plus qu'à elle, parce qu'elle le sentait, hein, elle le savait. Donc voilà. Et donc, quand elle était complètement déchirée, eh ben, ça ressortait et elle avait envie de me massacrer. Voilà. Ouais, c'est ça. Et vous vous embrouillez, et à un moment donné, toi, tu réponds, et elle te lance le truc. Et ça t'a frôlé, quoi. Même ton beau-père, il dit rien, mais il est limite choqué, je crois, parce que, ouais. Mais vraiment, le verre a sifflé à mes oreilles, hein, et à la vitesse où il est parti, mais elle m'aurait fracassé le crâne, bien sûr. Ouais. Ah, c'est chaud. Et puis, franchement, il y a aussi. C'est fou, mais à un moment donné, toi, tu es là, tu vas vers ta chambre, et tu t'aperçois en fait des parents qui ont un rapport, et tu le vois à cet âge d'enfant. Mais je me dis, mais en fait, c'est lunaire, quoi. C'est... Parce que quand tu le décris, la scène, on la voit. Et on se dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible, en fait? Je sais pas comment c'est possible, il y avait aucune pudeur, quoi. Parce que, encore ta mère, tu vois, ta mère, le fait elle ne soit pas lucide, pas de discernement, ok. Mais ton beau-père, il sait. Il y a ses filles. Toi, encore, ils peuvent s'en foutre de toi parce que, voilà, comme tu dis, t'as une pièce rapportée. Mais il y a ses filles qui peuvent tomber là-dessus. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Il n'a pas pensé à ça. Lui qui chérissait tant ses filles. Ouais, je sais pas à quoi il pensait.
Je sais pas, mais je pense qu'il avait un grain aussi, hein, sérieusement. Parce qu'une de tes sœurs te dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vu, et là tu lui dis que ça te regarde pas pour la protéger justement. Ouais. Bah oui, je les ai vus, ils ont fait ça dans l'embrasure de la porte ouverte. Donc moi je suis passé, ils étaient en pleine action, debout. Voilà, je vais pas rentrer dans la crudité, c'est dans le livre, mais voilà, on va s'en abstenir là. Mais et je sais pas lui ce qu'il avait, dans la tête. De toute façon, il picolait tellement aussi. Voilà, il picolait, il fumait des joints tout le temps, donc il avait pas l'esprit bien clair non plus. Et puis il faut reconnaître que vivre avec ma mère, ça rendait pas l'esprit clair. Hein. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, à force de subir des traumatismes à répétition, son cerveau à lui aussi, de toute façon, il en a pris un coup. Hein. Donc voilà, mais en tant qu'adulte responsable, il aurait dû montrer plus de pudeur. Exactement. Voilà. Et après, tu parles aussi justement de... Il me semble que tu rentres chez toi et que tu vois des cheveux éparpillés partout. Ta mère avec une bouche un peu de travers. Mais ça, c'était un des pires moments, parce que mais la honte que j'ai ressentie, mais il n'y a même pas de mots pour la décrire, quoi. Je rentre de l'école et je découvre ma mère assise au milieu du salon sur une chaise. Elle a la tête qui a doublé de volume comme un ballon de rugby, mais vraiment doublé de volume. Il y a des cheveux cramés partout, elle a le visage mais boursouflé. Et en fait, elle s'est brûlée en allumant une cigarette. Ses cheveux c'est l'explication qu'elle a donnée, hein, ses cheveux se sont enflammés. Et le temps qu'elle arrive à éteindre, elle avait cramé complètement, quoi. Et donc, elle était complètement défigurée, c'était Quasimodo, quoi. Je rentre de l'école et je découvre ma mère comme ça. C'est plus possible, quoi. C'est plus possible, quoi. Là, t'as craqué, ouais. T'as dit ça en est... non. Tu dis ça en était trop, en fait. Tu dis à partir de ce moment-là, tu voulais éviter de marcher avec ta mère et que tu disais ça en était trop. Et carrément, tu dis j'en peux plus, mais tu dis mais pars, quoi. C'est ça. Bah oui, je voulais qu'elle parte, ouais, bien sûr. Tu veux qu'elle parte et qu'elle ne revienne pas, en fait. Je me disais, la vie sera plus tranquille quand elle sera plus là. Et en fait, là, à ce moment-là, tu commences à boire et tout, et là, en fait, t'es complètement en dépression sans que tu le saches, finalement. C'est ça. Je commence à prendre le mauvais chemin. Mais aussi parce que je suis l'exemple des gens qui sont dans mon environnement. Voilà, tu grandis dans un quartier difficile où il y a du trafic. Et tout. Hein. Voilà. Il y avait tout. Et puis, je veux me fondre aussi. Dans les groupes. Donc, je commence à faire comme les copains, où je les suis quand ils commencent à faire un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a une forme de désespoir, qui se met en... Il y a une forme de désespoir à ce moment-là qui se met en place, quoi. Voilà. Et à un moment donné, ce désespoir se transforme en je pars. Tu fugues. Tu décides de fuguer avec une fille que tu appréciais beaucoup. Et vous fuguez, vous allez chez ta grand-mère. C'est ça. Qui est surprise de te voir, qui te dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, t'essayes d'esquiver un petit peu, mais elle comprend que t'es parti, mais pas dans les bonnes conditions, pas dans les règles de l'art, comme on dit. C'est ça. Bah oui, ma grand-mère, avant même que je lui dise, elle a compris que j'avais fait une bêtise, qui n'était pas une bêtise en fait, mais avant même que je lui dise, elle a compris que j'avais fugué, quoi. Voilà, que je m'étais sauvé. Le mot qu'elle employait, c'est sauver. Tu t'es sauvé. Voilà, elle a compris tout de suite. Et en fait, ma meilleure amie de l'époque avait fugué et on la planquait dans nos caves et on lui apportait à boire et à manger. Et puis, évidemment, elle finit par me dire mais pourquoi tu fais pas pareil, viens et tout. Et puis, c'est le moment ou jamais, en fait, pour moi, quoi. Parce que ça, je le savais intuitivement qu'il fallait que je parte. La décision, elle était prise. Il fallait que je quitte cet environnement, que je quitte cette maison qui n'était pas la mienne, en fait. Parce que sinon, qui n'a jamais été là. J'avais une certitude. Si je restais là, je finirais en prison. Et ça, je le savais, je l'ai compris. Tu finis en prison, pourquoi? Par rapport à ton beau-père? Tu penses que vous seriez entretués? La première raison, c'est parce que je commençais à grandir et donc j'avais envie de lui cogner dessus. Et donc je me suis dit, ça va mal finir. Elle le sait parce que des fois, il essaie de mettre des coups, t'esquiver. Ouais. Justement, c'est les premiers signes, ça. Tu vois, l'esquive, après tu pars.
Là, il comprend tout de suite que je pourrais pas faire ce que je voulais comme à l'époque. C'est ça. Donc j'ai quand même, bizarrement, j'ai cette conscience-là aiguë de savoir que ça va mal finir avec lui parce que je vais finir par lui rentrer dedans et que donc ça peut finir en meurtre et que je peux finir en tôle aussi. Et puis il y a aussi l'environnement extérieur par lequel je me sens de plus en plus happé et je me dis je vais finir par faire des bêtises de plus en plus grosses parce que bon, voler dans les magasins, ça peut, voilà, mais c'est quand même le début de quelque chose. L'engrenage. C'est un engrenage, on met le pied dans un engrenage. En plus visiblement, tu es quelqu'un d'influençable parce que les gens te disent fais, tu y vas. Quand on t'a parlé de défi d'aller voler dans un magasin, t'es parti, tu t'es fait attraper. Bah, bizarrement, je suis pas du tout influençable, mais j'ai tellement, à cette époque-là, j'ai tellement besoin de prouver quelque chose, d'avoir des relations sociales, des copains, d'être accepté dans un groupe, que je suis prêt à faire un peu n'importe quoi. Et je sens tout ça. Et j'ai déjà cette acuité, cette certitude de me dire il faut que je parte parce que sinon ça va mal finir. Et je sentais que j'étais pas à ma place. Et je le dis sans arrogance, mais je savais déjà que je valais mieux que ça. Voilà. C'est vrai. Parce que tu le dis qu'en gros, tu avais une motivation pour réussir, que tu voulais pas avoir la même vie triste que tes deux parents. En gros, c'était ta motivation. Et en plus, visiblement, tu étais bon à l'école. Ouais. Donc, tu savais que tu pouvais t'en sortir grâce au cours. J'avais beaucoup de facilité à l'école. D'ailleurs, je faisais les devoirs de tout le monde et ça a duré. Ça a duré tout le temps. Les gens venaient me voir pour leur version latine, leur rédaction en français, etc. Leurs devoirs d'anglais. Bon, voilà, j'avais des facilités. Donc, et puis, je voulais m'en sortir. Voilà, je voulais être quelqu'un, mais je voulais pas être quelqu'un. Moi, bizarrement, j'ai jamais voulu être quelqu'un de célèbre ou c'était pas du tout ma motivation, mais je voulais être quelqu'un de bien. Je voulais que mon nom soit associé à des choses bien. Ouais, c'est ce que tu dis. Et puis j'aimais apprendre. C'est ça. Non, mais tu le dis si bien. Tu dis, vers 11-12 ans, ils sont devenus mon contre-exemple et ma principale source de motivation. Ils étaient tout ce qu'il me faudrait ne jamais devenir. Donc en gros, je refusais de subir le même sort, ma volonté se renforçait. Je me jurais que je n'aurais jamais la vie pathétique que ma mère et mon beau-père avaient. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, alors qu'ils ont voulu, à un moment donné, te détourner du chemin de l'école, ce qui t'a aussi motivé, je pense, à partir, parce qu'ils disaient non, on ne peut pas te payer. Mais ils m'ont fait l'enfer avec ça. Va à l'usine, ramène de l'argent. Ils m'ont fait l'enfer avec ça. Je l'évoque un peu rapidement dans le livre, mais ils m'ont fait l'enfer au quotidien avec ça. Tu n'iras pas jusqu'au bac, on n'a pas l'argent pour te payer des études, on ne peut pas acheter tes livres. Non, mais je m'étais inscrit, moi, quand je suis rentré en seconde, je m'étais inscrit pour apprendre le russe. Donc, ce qui m'aurait fait 3 langues vivantes, en fait. Et mon beau-père, quand même, derrière mon dos, a été me désinscrire des cours de russe pour pas que j'apprenne le russe, quoi. Pourquoi le russe ? Alors qu'il s'est jamais intéressé à ma scolarité, hein. Mais pourquoi le russe en particulier ? Tu avais une appétence pour le russe ? J'ai toujours été fasciné par la Russie. D'ailleurs, j'ai écrit un roman historique qui est sorti il y a 2 ans maintenant, Le Prince d'Orsha, qui est un roman historique sur la Russie, enfin qui se passe en Russie, quoi. Donc voilà, et j'ai découvert quand j'ai fait mon arbre généalogique que j'avais des arrière-grands-parents qui étaient des Allemands de Russie, c'est-à-dire c'est des Allemands installés en Russie depuis des générations et des générations. Donc ça vient peut-être de là. Ah, c'est même quasiment sûr. Et donc, pour en revenir, tu vas chez ta grand-mère, et en gros, ils appellent chez tes parents pour dire que tu es là, etc. Après, il y a les services sociaux qui s'en mêlent et tout. Mais les services sociaux ne vont pas dans ton sens. Pour eux, c'est rentre chez toi, tout va bien se passer. Toi, tu dis non, catégorique, non, je rentrerai pas. Ils se disent, bon, on va le laisser un petit peu. Il va revenir sur sa décision, mais tu ne reviens pas, toi, c'est mort. Mais en fait, tu apprends une chose, c'est que ta copine, elle a fugué, mais elle revient. Et en gros, elle t'a amené à faire ça, parce que toi, tu t'es dit, elle est déterminée, mais en fait, non. Elle se dit, non, moi, je vais rentrer chez moi. Et tu te dis, ouais, mais en fait, elle m'a embarqué dans un truc qui aurait pu être très dangereux, et au final, elle va pas au bout, quoi. Alors que toi, tu étais vraiment jusqu'au boutiste. C'est ça, elle allait rentrer bien sagement à la maison. Après, vous n'avez pas les mêmes conditions de vie. Elle avait l'air de se plaindre un peu pour rien. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce que m'avait expliqué à son sujet la brigade des mineurs. Voilà, mais elle allait rentrer bien sagement chez elle.
Et moi, je l'ai vécu un peu comme une trahison, parce Ouais. qu'on est à fleur de peau aussi à cet âge-là, surtout quand on a des vies un peu compliquées comme ça. Mais pour moi, il n'était pas question que j'y retourne, quoi. Voilà. Mais alors, par rapport à aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, parce qu'aujourd'hui, on place très très facilement les enfants. J'ai longuement travaillé sur le sujet, je ne veux pas revenir dessus, mais voilà, j'ai longuement travaillé sur les affaires de placement abusif notamment. Mais à l'époque, c'était tout l'inverse. Le credo, c'était vraiment de dire il faut que les enfants restent Alors que toi, tu dis, je veux aller en foyer, dans je le veux y foyer aller. parental. Ah oui, oui, moi je disais clairement, je préfère aller en foyer Ou être à la rue que rentrer. plutôt que de retourner chez eux, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais, et ils voyaient que tu étais déterminé, mais ils se sont dit non, il va revenir sur sa décision. Ouais, ils ont voulu me forcer. Ils ont voulu me forcer à y retourner. J'ai été obligé d'y retourner quelques jours. Et 3 jours pour être précis. 3 jours, 3 nuits. Et ça a été la guerre, quoi. Ouais, parce Ça a que été la guerre. ton beau-père, en fait, il voulait savoir pourquoi, histoire de se préparer pour sa défense, toi, tu voulais rien dire. Et il Non. était là, il mourait d'envie de te taper, mais en même temps, toi, tu disais, vas-y, mais t'inquiète pas. C'est ça, mais il pouvait plus me taper en fait. Ouais. Voilà, mais il m'a harcelé pour comprendre pourquoi je voulais partir. T'es pas heureux ici, t'es pas. C'est Qu'est-ce ça. qui t'arrive. Et je pense qu'il avait peur que je raconte des choses à la police. Ouais, parce que c'est vrai que. Ouais. Parce que même par rapport aux sévices que tu as subis, parce que voilà, les services sociaux. Est-ce que, déjà, je vais revenir là-dessus sur les sévices après, mais est-ce que tu en as voulu aux services sociaux? Parce qu'au début, ils savaient la situation familiale, mais ils sont jamais vraiment intervenus à ce moment-là pour vous sauver, t'extirper au moins toi. Parce que tes sœurs, on dirait qu'elles se complaisaient, on va dire. Je vais surprendre sûrement beaucoup de gens, mais moi non, j'en ai pas voulu aux services sociaux du tout. En fait, ils venaient de temps en temps, mais ils me permettaient aussi à moi de faire des activités qui me faisaient sortir du quartier. Donc le mercredi après-midi, j'avais une super assistante sociale et ils m'emmenaient hors de la cité, hors de chez mes parents. Ils m'ont appris à faire de la photo, à faire de la voile, à faire un tas de trucs que j'aurais jamais fait sinon. Et donc je l'ai trouvé plutôt, à l'époque en tout cas, je l'ai trouvé plutôt bienveillant. C'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi on me laissait. Mais avant ma fugue, je disais rien non plus. J'étais comme tous les gamins qui subissent ce genre de choses, on parle pas en fait. La plupart des gamins, ils parlent pas. Et après, j'ai dit, une fois que j'ai fugué, j'ai dit, j'y retournerai pas. Mais là, j'ai surpris tout le monde. Mais avant mon départ, non, je racontais pas ce que je vivais. Il y a des choses qui se voyaient parce que un enfant maltraité, ça se voit. Surtout quand il prend des coups. Voilà, Ah oui, quoi. quand tu dis je suis tombé dans l'escalier, C'est ça. etc. Tout le monde Une fois, comprend. ok, mais Tout le monde comprend. fois. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, quoi. Donc non, j'avais pas de ressenti sur les services sociaux. J'ai commencé à leur en vouloir après ma fuite, quand j'ai vu qu'ils voulaient me forcer à retourner chez ma mère. Là, ouais, j'ai commencé à me dire, il y a un problème. Ouais. C'est vrai que tu disais que l'assistante sociale, elle était. Il y en a une qui était plutôt cool, c'est qui était venue, mais en fait, tu te dis, mais je comprends pas. Vous voyez que je vis l'enfer, mais vous voulez me renvoyer C'est ça. dans cette prison, finalement. C'est ça. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de ne pas parler. Toi, tu parles pas par rapport à quoi? La loyauté envers tes parents? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas de loyauté vis-à-vis de ma mère, puisqu'on n'a pas d'attachement. On n'a pas de lien d'attachement. Il n'y en a pas. Et a fortiori encore moins avec mon beau-père. En revanche, j'ai une loyauté forte vis-à-vis de mes sœurs. Et je parle pas pour préserver mes sœurs. Parce que je me dis, si moi je suis placé, elles vont l'être aussi. Et elles veulent pas parce que c'est leurs parents et elles les aiment. Et elles ont toujours vécu. C'est vrai qu'elle, quand elle voit, pour ne pas te couper, mais je rebondis là-dessus, quand elle voit ta mère revenir de l'asile, elles sont contentes. Elles sont heureuses. Et toi, ta mère te dit, ça va, t'es content de me voir. Toi, tu dis oui, mais elle sent que t'es pas sincère, elle te le dit en plus. Bah, ça se voit, moi je me décompose. Hein, donc il y a des choses qu'on peut pas cacher. Hein. Donc voilà, je mens verbalement, mais mon visage dit autre chose. Voilà. Ouais, donc toi, en fait, c'est la loyauté vis-à-vis de tes sœurs Ouais. pour les protéger. Quoi. Ouais. Dire, ouais, bon, c'est compliqué, mais ça reste vos parents, vous font pas de mal. Mais moi, par contre, c'est chaud pour moi. C'est ça. Et cette loyauté, elle va aller loin, puisque jusqu'à plus de 30 ans, je vais trimballer la culpabilité de les avoir laissés seuls dans ce chaos, quoi. Voilà.
jusqu'à ce que, après un long travail sur moi-même, je finisse par comprendre que j'étais un enfant et que c'était pas à moi de... Voilà. Mais Sylvain, est-ce que tu as consulté des psys et tout ça après? Pas T'as du fait une tout. thérapie? Pas du tout. Je suis allé voir une psy une fois et elle m'a dit, mais écoutez, vous avez pas besoin de moi, franchement. Vous avez tout compris tout seul, donc je vois pas à quoi je vais vous servir. Donc voilà. Et je pense que en fait, je pense vraiment que ma thérapie, ça a été l'écriture. Et je le vois chez les autres. Je sais, parce que j'observe beaucoup les gens. Et je vois que moi, le fait d'écrire toute ma vie m'a préservé des névroses, en fait. Parce que quand on écrit, d'abord, on fait les liens entre les choses. On crée une distanciation aussi. Donc, on les extériorise de soi-même. Et c'est pas forcément uniquement dans le récit autobiographique, puisque la fiction peut servir à ça aussi. À travers la fiction, on peut aussi exorciser beaucoup de choses. Donc, quel que soit le genre auquel je m'attelle, voilà, je crée des liens, j'extériorise, je me réapproprie, une analyse du monde, de ma propre vie, de celle de mon entourage ou de mes proches. Et tout ça me permet de rester lucide et sain d'esprit surtout, quoi. Mais c'est bien que tu parles d'écriture parce que toi, à un moment donné, ta mère te demande, je crois, elle veut écrire un livre, elle n'a jamais démarré. Et à un moment dans ton livre, tu me dis, si je me trompe, tu dis, moi, j'ai décidé d'écrire, et tu dis que généralement les enfants réparent je sais pas si c'est des erreurs ou je sais plus si c'était le terme, en gros, réparent les erreurs de leurs parents, en gros. Ta mère n'a pas réussi à écrire, devenir écrivaine, toi, tu as réussi à écrire non seulement des chansons et des livres. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en a pas conscience, mais on passe sa vie à réparer les erreurs, les échecs de nos aînés, de nos parents, parfois de nos grands-parents, mais plus généralement de nos parents. Et alors, en fait, ma mère, elle a commencé à écrire, elle voulait écrire son autobiographie. Bon, j'en rigole parce que c'était grotesque, parce qu'elle barbouillait sur sa machine à écrire, mais c'était incompréhensible, illisible, et puis c'était tout le temps la même chose qu'elle répétait. Alors, de temps en temps, il y a 2-3 phrases qui se détachaient quand même, mais elle n'a jamais réussi à aboutir quoi que ce soit. Donc, moi j'ai réparé, je suis devenu écrivain, mais même mon beau-père, j'ai réparé quelque chose pour lui, puisque, comme quoi, puisque lui voulait devenir ingé son. Moi, j'ai fait carrière dans la musique, j'ai eu 3 studios d'enregistrement, donc même pour lui, j'ai réparé quelque chose. Donc, c'est-à-dire que malgré tout, on répond à son... C'est d'ailleurs lui qui t'a fait ta culture musicale, visiblement. Tu le dis à un moment donné, il il te fait écouter de la musique, tu dis c'est paradoxal, mais c'est lui qui met le pied à l'étrier. Ouais, exactement. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Donc tu te dis, en fait, peut-être que ta mère t'a mis le pied à l'étrier à l'écriture, entre guillemets, peut-être, on sait pas, et ton beau-père par rapport à la musique. Ouais. Donc, quelque part, on est aussi le produit de son environnement. Exactement. C'est ça. Et par rapport aux sévices, je reviens sur les sévices, parce que là, quand tu as la discussion avec ton beau-père qui te dit, qui te presse de lui expliquer pourquoi et toi tu tiens, limite on dirait que tu étais en garde à vue et tu voulais pas avouer, tu dis que, voilà, tu dis en gros de quoi tu te plains, enfin il te dit de quoi tu te plains, qu'est-ce que tu as à nous reprocher. Toi tu dis c'est lunaire, c'est surréaliste. Complètement. Ouais. Les 2 parents se comportaient comme s'ils étaient des parents parfaits. Ils oublient subitement les insultes permanentes, les coups que je recevais, le tabagisme effréné, leur alcoolisme, la drogue, le sadisme de ton beau-père, la maltraitance, la négligence de leur part, dont j'étais l'objet, ainsi que tout le reste. Les fois où ma mère m'a violenté ou a failli me tuer, ces tentatives de suicide à répétition, leur abus de toutes sortes. J'étais sidéré par tant de mauvaise foi. Et en fait, tu sens qu'ils veulent te faire culpabiliser, mais toi, tu tiens bon. Ah ouais, là cette fois-là, je lâche pas. Là, je lâche rien. Je lâche rien et hors de question que je cède. Et je sais que si je cède, ma vie, elle est foutue. Voilà, l'équation, elle se résume à ça. Je sais que si cette fois-là, je cède, il n'y aura pas de retour en arrière et ma vie est foutue. Donc, je vais jusqu'au bout. Et je lâche pas. Et comme de toute façon, à un moment, ils peuvent pas me forcer réellement. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, ta mère joue sur la corde sensible, elle parle de tes sœurs. Elle sent que... Et là, tu titubes un peu, mais tu tiens. Ouais. Tu dis, elles s'en sortiront parce qu'elles ont connu que ce schéma-là. C'est ça. C'est ce que tu dis. Et au bout d'un moment, toi, tu craques pas, ton beau-père craque, et il te dit, bon, ok, on va à la gare, il te dépose, il te dit, pars. Et c'est casse-toi. Il en a tellement marre, c'est casse-toi.
Et là, j'aimerais revenir sur l'épisode justement à la gare Saint-Lazare. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, je suis un enfant maltraité, il faut appeler un chat, et donc je suis une proie facile pour tout un tas de pervers. Et donc je vais à Saint-Lazare pour prendre le train, et pour retourner chez ma grand-mère, et je tombe sur une espèce de vieux bonhomme, alors très bien habillé, très élégant, etc., hein, qui parle de manière très posée, et qui m'invite à prendre un verre dans un des bistrots de la gare à l'intérieur, hein. Donc c'est exposé au public, donc bon, je suis pas très rassuré, mais pas non plus super inquiet, parce que je me dis bon, il peut rien se passer. Et puis il me paye un coca, tout ça, et puis il finit par m'entraîner, parce que j'ose pas trop m'opposer, tout ça, j'ai peur d'un esclandre, et il finit par m'entraîner dans la rue qui est juste derrière la gare Saint-Lazare, dont j'ai oublié le nom, mais qui existe Rue d'Amsterdam. qui est encore, voilà, qui existe encore aujourd'hui, et il m'entraîne vers un vieil immeuble pourri en me disant viens, je vais te présenter, j'ai des amis acteurs, etc. Ils aiment beaucoup les garçons comme toi, tu vas leur plaire. Tu sais, si t'apprécies, tu pourras gagner beaucoup d'argent. Viens, je vais te les présenter, etc. Donc c'est un rabatteur. Hein. C'est un rabatteur de gamins pour pédophiles, en fait. Et je me laisse entraîner parce que j'ose pas résister. Il nous fait rentrer dans un immeuble. Je me souviens du long couloir. Et il me dit attends, je vais voir s'ils sont là. Et je le vois s'éloigner. Et quand il disparaît de mon champ de vision, je me barre en courant et je retourne à la gare, juste au bord du quai pour prendre mon train, quoi. Voilà. C'est-à-dire que mon destin, il aurait encore pu basculer à ce moment-là. J'aurais pu me retrouver sur le trottoir ou dans je ne sais quel réseau. Et en plus de ça, à un moment donné, tu jettes un coup d'œil et tu le revois. Il était exactement à la même place. Il cherchait en fait. Mais c'était surréaliste. Il était exactement à la même place, en train de chercher une nouvelle proie. Mais en plus de ça, il te dit, dès qu'il t'invite, tu vois le portefeuille, beaucoup d'argent, il te dit je te trouve mignon, etc. Ouais. Donc déjà, tu te dis bizarre. Mais tu te dis mes parents m'ont pas appris à me méfier des gens, etc. Mais ton instinct te dit c'est pas bon. C'est ça. Donc t'as un malaise, et quand il te dit viens, tu ne résistes pas, mais en même temps t'as peur. Tu sais qu'à la moindre occasion, j'y vais, je pars. Et c'est exactement, je suis exactement enfermé dans ces paradoxes-là. Mais vraiment. Je sens qu'il y a un truc pas net, mais j'ose pas résister, et je suis pas non plus armé pour résister à ça, parce qu'on m'a pas donné les outils, donc je sais pas comment réagir. Mais je sens bien qu'il faut que je me méfie, qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a un danger. Et après, donc, tu vas chez ta... En tout cas, tu essayes d'aller chez ta grand-mère. Tu fais du stop. À ton jeune âge, je crois que tu avais 14-15 ans, tu fais du stop. Tu te retrouves dans la route d'Évreux, il y a une femme qui vient, qui te dit mais où tu vas? Tu te donnes le nom du village de ta grand-mère. Elle dit mais c'est pas le bon sens. Tu dis ok, tu pars. Et elle te dit non, je vous amène. Et en fait, il s'avère que cette dame-là, on a mis sur ton chemin, quoi. Parce que c'est une dame qui s'occupait justement des gens dans ton genre qui étaient un peu perdus. Et en gros, tu dis, encore une fois, j'ai trouvé une âme charitable pour venir en aide. L'histoire de ma vie s'écrivait déjà. Une femme me sauverait toujours en m'empêchant de plonger au fond du précipice, tandis qu'une autre tenterait de faire sauter. Pardon. Ma mère m'a fait sombrer dans le chaos, ma grand-mère me ramenait vers la lumière. Et même si je l'ignorais à ce moment-là, je répéterais ce schéma pendant 30 ans, jusqu'à ce que j'en prenne ouvertement conscience. Donc en gros, cette dame-là te sauve. Ouais. Et elle t'amène chez ta grand-mère. Et là, en gros, ta grand-mère, là pour l'instant, en fait, ton beau-père peut te récupérer quand il veut. Tu sens que voilà, il y a l'épée de Damoclès sur ta tête, tu peux rentrer quand tu veux. Et lui, il t'appelle, il te menace, etc. Et à un moment donné, ta grand-mère a dit bon, on va jouer dans les règles de l'art, et elle fait le courrier. Est-ce que tu peux expliquer à ce micro qu'est-ce qu'elle écrit dans ce courrier? Elle écrit dans ce courrier, elle va raconter au juge ce que j'ai jamais dit à personne d'autre qu'à elle, et voilà, parce que elle explique au juge que ma mère s'est exhibée devant moi avec mon beau-père, c'est-à-dire qu'elle m'a fait venir dans sa chambre, nue. Elle a fait venir mon beau-père, elle lui a demandé de se mettre nu, et sous prétexte de me montrer, m'apprendre la sexualité, elle m'a pris les mains pour que... Elle m'a fait mettre
ma main sur ses seins, puis sur son pubis, voilà. Et ensuite, elle a demandé à mon beau-père de la pénétrer devant moi pour me montrer comment on faisait les enfants. Et donc, elle était complètement défoncée, hein. Et donc, mon beau-père, au lieu de dire qu'elle était complètement cinglée, de tout arrêter, baissé son pantalon, a sorti son pénis et l'a pénétré devant moi. Voilà. Bon, ça a duré pas très longtemps, mais suffisamment pour que voilà, j'en sois complètement perturbé. Et puis voilà, il a rangé son outil, et puis je suis parti dans ma chambre, me coucher, et puis voilà. Et donc ma grand-mère a expliqué ça au juge. Et donc un mois après, on a reçu la décision de la juge, qui était une femme, hein, et qui accordait ma garde définitive, enfin ma garde officielle, à ma grand-mère, assortie d'une pension de l'État pour que je puisse poursuivre mes études au moins jusqu'au bac, puisque ma grand-mère n'avait pas beaucoup de moyens. Voilà. Donc voilà ce qu'elle a raconté, oui. Et ce qui était mon secret que je n'avais jamais dit à personne, sinon à elle, sinon à ma grand-mère. Hein, ouais. C'est lunaire. C'est lunaire. Et là, je le raconte de manière délicate, hein, parce que c'est beaucoup plus cru que ça, mais voilà. Ah, mais déjà, dans le livre, c'est chaud. Ouais. Comme je te le disais en off, j'ai lu le passage, j'ai fermé, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Si, malheureusement, c'est possible. Donc, il y a des gens qui font ça, quoi. Il y a des gens qui font ça, et puis tous les gamins sont pas comme moi, parce que moi, je m'en suis remis, mais il y a des gamins, ils trimballent ça toute leur vie, ça les déglingue, ça les déglingue complètement, quoi, parce que c'est complètement contre nature, en fait. C'est ça. Et franchement, t'es fort psychologiquement, parce que tenir là comme tu tiens, c'est fort. Sache-le. Et donc après, tu vis chez ta grand-mère, tu fais les études, tu es heureux, tu rencontres la mère de tes enfants, et aussi tu fais justement la rencontre de la musique, tu commences à écrire. Je crois qu'apparemment, c'est Michel Fugain qui te lance, à 23 ans. Ouais, j'étais très jeune. Je voulais absolument bosser avec Michel. Voilà. Parce que quand j'étais môme, je chantais ses chansons, je les trouvais parfaites. J'étais loin d'imaginer qu'un jour j'écrirais des chansons d'ailleurs, mais quand j'étais gamin et que j'entendais les chansons de Fugain, je me disais mais comment on peut faire des chansons aussi parfaites, voilà. Et donc quand je me suis lancé, c'est le premier que je suis allé voir. Voilà. Donc, donc je l'ai harcelé un petit peu. Et puis il y a eu une petite histoire parce que j'allais planquer chez lui avec ma voiture tous les jours. Il a raconté ça à Nagui dans Taratata. Et à l'époque, et puis il y a un des voisins qui m'a repéré dans ma voiture parce qu'il habitait dans un coin très protégé. Donc les voisins sont un peu derrière la fenêtre avec le fusil à guetter tout ce qui se passe. Donc il y a un voisin qui me repère, qui appelle les flics. Et puis moi, je me fais embarquer, etc. Et puis je rentre chez moi tout dépité et penaud. Et le lendemain matin, mon téléphone sonne et je décroche et j'entends « Allô, bonjour, c'est Michel Fugain ». Je dis oui, bonjour. Il me dit écoute, j'ai appris que tu te traînais dans les parages. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se voit? Je dis oui. Il dit viens à la maison, viens demain. Et donc le lendemain, je retourne chez Fugain et cette fois, on m'ouvre la porte et je me retrouve avec lui. Il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis je veux faire des chansons pour toi. Et il me dit ok, on va essayer. Et c'est parti comme ça, quoi. C'est parti comme ça. Il m'a donné une musique ou deux et puis je suis rentré, j'ai commencé à écrire et puis voilà. Et puis il m'a fait cravacher, hein, c'était dur, mais voilà. Et puis on a fait le petit vieux du Square Saint-Lambert et le Bal démasqué sur l'album Plus ça va. Et ça m'a lancé, quoi. Donc à 23 ans, j'étais cité dans Libération par Hélène Azera, qui était une grande critique de l'époque, qui comparait le petit vieux du Square Saint-Lambert entre Andersen et Zola, etc. Voilà. Et ça a démarré comme ça. Et comment on en vient à écrire des chansons? Comment tu fais? En fait, c'est là encore, je veux pas paraître arrogant ou prétentieux, mais je crois vraiment que c'est un don. Parce que, ado, j'ai commencé par faire des parodies de chansons sur les chansons des mecs comme Renaud, que j'adorais, etc., quoi. Et puis après, je me suis mis à écrire des poèmes, en fait. J'ai écrit 3000 poèmes que j'ai tous jetés à la poubelle, ce qui m'a valu une engueulade de Philippe Laville, mais... mais je pensais que j'écrivais des poèmes jusqu'à ce que je rencontre une disquaire,
mais j'étais gamin, j'avais 17-18 ans, à qui j'ai fait lire un de mes recueils. Elle m'a dit, mais Sylvain, c'est pas des poèmes que t'écris, c'est des chansons. Parce que dans tes textes, il y a de la musique, quoi. Ils sont faits pour être chantés. Voilà. Bah, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Parce que voilà, j'étais fou de chansons, moi, déjà. Donc, je vais tenter ma chance, en fait. Voilà. Et donc, je crois vraiment que c'est un don. J'ai pas fait exprès d'être parolier, quoi. C'est-à-dire que ce que j'écrivais, c'était destiné à être chanté, en fait. Parce que c'était musical. Voilà. C'est... je vais lire un peu les passages pour clôturer ce chapitre. Tu dis qu'en gros, donc, quand tu écris pour Michel Fugain, il y a cette critique littéraire, Hélène Azera, qui te compare à Andersen ou à Zola. Et donc, en plus, c'est le disque d'or par rapport aux chansons. Et tu dis, j'étais passé d'un bout à l'autre de l'univers d'une famille maltraitante dans un ghetto de banlieue au monde du show business où je côtoyais maintenant mes idoles et mes mentors, dont Étienne Rodagil, en quelques années. Cette vie, c'est celle que j'avais choisie. Je laissais volontairement tout le passé derrière moi. Je ne refoulais pas, il n'existait plus, tout simplement. Je n'en souffris plus jamais, fidèle à la promesse que je m'étais faite de ne pas imiter ma mère en restant prisonnier de mon enfance. J'avais fait de mes traumatismes une force, que j'avais transformée en talent, à force de travail acharné et de persévérance. Je montrais une résilience hors du commun à une époque où personne n'utilisait encore ce terme. Franchement, c'est profond. Voilà, moi, j'ai choisi d'en faire des livres et des chansons. Le fait de dire, moi, j'ai jamais été une victime. Et ouais. Après, tu parles du décès justement de ta mère et de ton beau-père. T'as dit que tu étais indifférent. Et non, en tout cas, c'était vraiment. C'est respectable, c'est louable tout ce que tu as pu écrire. C'est un beau Merci. témoignage. C'est dur à lire, mais c'est un beau témoignage. J'espère surtout que c'est un témoignage qui va aider les gens qui en ont besoin. Voilà. Non, moi, je pense que ça va aider. En fait, j'ai aussi fait ce livre parce que c'est vrai que j'ai une vie quand même très riche et j'ai fréquenté beaucoup de milieux. J'ai fait beaucoup de choses. Bon, de la chanson, de la télé, mais j'ai fait de la politique, je me suis occupé d'associations, donc je me suis occupé aussi de beaucoup de populations en difficulté, mais j'ai aussi côtoyé beaucoup de gens qui étaient en haut de l'affiche. Et en fait, il y a un trait commun entre tout le monde, et ce qui nous réunit tous. C'est quand on parle avec les gens et quand on est à leur écoute, on découvre que tout le monde, mais vraiment tout le monde trimballe des trucs. Tout le monde a des épisodes douloureux dans la vie, des traumatismes, etc. Et c'est vraiment ce que je voulais essayer de partager, c'était vraiment ça. C'était de dire, en fait, on trimballe tous des trucs et on doit apprendre à vivre au mieux avec et à les dépasser. Voilà. Et c'est vrai que j'en parle à la fin, mais moi j'ai vu ma mère détruire sa vie parce qu'elle l'a passé enfermée dans son passé, ou en tout cas dans le ressenti qu'elle avait de son passé. Et ça, c'est une vraie leçon de vie, c'est une vraie expérience de vie, quoi. Ne pas vivre dans les souvenirs de ces traumatismes passés ou dans les souffrances du passé. En réalité, sur un plan spirituel et philosophique, le passé, il n'existe pas. Le passé, il est mort et enterré. Ce qui existe, c'est l'instant présent, et la qualité qu'on donne à l'instant présent construit la qualité de l'avenir qu'on aura. C'est vrai qu'en arabe, on dit l'ifet met, le passé est mort. Absolument. Absolument. Et donc, en tout cas, comme je te le disais, c'est un beau témoignage. C'est limite une revanche sur la vie que t'as eue. Et tu dis justement, à l'évidence, certains événements laissent des traces dans notre inconscient. Nous sommes enclins à répéter malgré nous des schémas, mais nous pouvons aussi choisir des chemins opposés à ceux qui nous ont été montrés en exemple. Il n'y a aucun fatalisme. Avoir été un enfant battu ne signifie pas que vous battrez vos enfants. Avoir eu des parents alcooliques n'implique pas que vous finirez drogué ou vous-même alcoolique. Avoir grandi dans la pauvreté ne vous condamne pas à l'absence de prospérité. À chaque instant, pour chaque chose, nous avons la faculté et le pouvoir de choisir un nouveau chemin, une nouvelle destinée, une nouvelle porte à ouvrir pour marcher vers la lumière. Tout est dit. Ah oui, on doit choisir ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, quel chemin on veut emprunter. Si j'ai appris une chose, c'est que les gens qui se perdent sont les gens qui subitement décident de changer de chemin. Ils veulent prendre un chemin de traverse où
on se perd quand on s'oublie soi-même, en fait. Mm. Voilà. Mais il faut jamais dévier de soi-même. Donc, il faut vraiment décider de ce qu'on veut être et de qui on veut être. Voilà. Et quand on a bien décidé ça, normalement, c'est le train qui roule sur les rails. Ouais, tu vois, tout est dit, tout est dit. Qu'est-ce que ça t'a fait d'écrire ce livre-là? Bah, d'abord, je pense que ça m'a fait du bien, puisqu'il y a une forme de, il y a une forme de complétude, puisque j'ai jamais raconté ça. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une manière de plus tricher ni avec moi ni avec les autres. De dire, voilà, moi je viens d'ici, et voilà ce que je suis devenu, mais je viens d'ici, quoi. Voilà. Et j'ai traversé ça. Et donc ça m'a fait du bien. J'espère que ça fera du bien à beaucoup de lecteurs. Je pense que mes enfants sont contents que j'ai fait ce bouquin. En tout cas, mes amis et mes proches sont très heureux que je l'ai fait. Ils trouvent tous que c'est sûrement mon meilleur livre, d'ailleurs. Voilà. Tant pis pour moi. Après, ouais, c'est personnellement, c'est ton livre le plus personnel, le plus intime, confidentiel. Et mais en même temps, l'histoire ne t'appartient même plus. Non, ça ne m'appartient plus. Et ce qui était un peu l'idée, c'était aussi une manière de l'extérioriser. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de l'avoir écrit me remet en paix avec tous les... Moi, je pense qu'il faut être en paix avec ses morts. Voilà. Il y a beaucoup de gens dont je parle dans ce livre qui sont plus de ce monde. Et ça m'a définitivement remis en paix avec tout le monde. Voilà. À titre personnel, voilà. Et là, j'ai une question qui me vient. Parce que dans le livre, tu parles de tes sœurs. Quels sont les rapports avec tes sœurs? On a des rapports cordiaux, on se voit pas énormément parce que voilà, la vie fait que, mais non, on a des rapports cordiaux. Mais on n'est pas aussi proche qu'on le serait si on avait vraiment été. Et elles savaient, toi, ce que tu avais vécu? Je pense pas. Je pense qu'elles sont loin de s'imaginer l'ampleur que ça avait. Ok. Et là, tu penses qu'elles vont le découvrir avec le livre? Ça va peut-être rapprocher, hein. Le fait de dire, ah, bah, en fait, Sylvain. Soit ça va nous rapprocher, soit ça va nous éloigner, mais de toute façon, il fallait que je le fasse. Voilà. Mais je pense pas qu'elles soupçonnent l'ampleur que ça avait. Je les ai protégées, moi, de beaucoup de choses. Hein. Et tu t'es pas protégé forcément, toi aussi. Non. Et est-ce que, en ayant ce vécu-là, ces traumatismes et tout, t'as pensé, toi, à te ôter la vie? Jamais. Jamais? J'adore la vie, moi. J'adore les gens, j'adore la vie. Voilà, jamais. Non, j'ai jamais eu de pensée suicidaire. J'ai jamais eu de pensée suicidaire. C'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime jouir de la beauté, voilà, le jour qui se lève, les gens dans la rue. Voilà. Je trouve que tout est merveilleux. Voilà. En fait, ces années que j'ai vécues, elles m'ont permis après de savoir jouir de chaque instant et de chaque belle chose, de reconnaître la beauté partout où elle est. Voilà. Ah, c'est très profond. En tout cas, félicitations, Sylvain. En tout cas, je te le dis de vive voix et vraiment, de tout cœur. Moi, j'ai lu le livre, franchement, ça m'a glacé le sang, mais je me suis dit, il faut avoir beaucoup de courage quand même pour écrire ce genre de choses, tu vois. Comme je t'ai dit, l'épisode dont on a parlé à la fin, par rapport au courrier, moi, j'étais choqué, tu vois. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Tu vois, ça, la violence, la récurrence de la violence, etc. Je me suis dit, ouais, il est courageux quand même pour tenir debout et je tenais vraiment à te le dire, quoi. Je sais pas si tout le monde trouve que ce livre est courageux. Et... Bah déjà, le fait que tu tiennes devant moi et que tu sois normal, en tout cas en apparence, hein, mais c'est une preuve de courage. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas vécu le quart de la moitié de ce que toi, tu as vécu, et leur vie, elle est foutue, tu vois. Là, toi, tu es là, tu souris, comme tu dis, j'aime la vie, etc. Il y en a qui sont ôtés la vie pour moins que ça, tu vois. Ça, ouais. Et toi, tu es là. Alors que, t'imagines, il y a des gens, ils vont lire ton livre, ils vont devenir fous, ils vont dire, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Et si jeune en plus. Et après, c'était carrément enfoui. Et là, tu le ressors 40 ans après. En plus, là, aujourd'hui, il y a une actualité par rapport à ce qui se passe sur les enfants. Le timing, je ne vais pas dire, il est parfait, tu vois. Tu avais réfléchi comme ça aussi par rapport à le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires par rapport à des enfants qui... Même pas?
Non, pas du tout. De toute façon, je m'en suis toujours préoccupé. Hein. Voilà, j'étais président d'association pour le droit de l'enfant, enfin président de la Ligue française des droits de l'enfant. Donc bon, voilà, c'est des sujets qui m'ont toujours préoccupé. Donc c'est toujours présent dans un coin de mon esprit, mais j'ai pas fait le livre par rapport à ça. Voilà. Parce qu'en tout cas, le timing, c'est vraiment là, quoi. Là, c'est une période où on en parle énormément. Vraiment, l'idée, on est quand même dans l'époque de la victimisation. Alors, tout le monde est victime, voilà, à des degrés divers. Mais je pense j'espère que quand on lit mon livre, j'espère qu'on se dit, mais finalement, peut-être que je devrais relativiser un peu. Ouais. Et peut-être que de relativiser, ça aiderait beaucoup de gens à pas passer à l'acte, par exemple. Voilà. Toi-même, tu relativises. Par rapport à ta propre histoire, j'ai l'impression que toi-même, tu relativises. Oui, moi, je relativise. Moi, je me prends ni pour une victime, ni pour un survivant. Voilà. Moi, je suis comme beaucoup de gens. J'ai traversé des choses difficiles. Et puis voilà, je suis là et je vais bien. Et il faut qu'on aille bien, même quand on a vécu des choses difficiles. Voilà. Bon, il y a des gens qui vivent des choses extrêmement douloureuses. Enfin, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps pour Europe 1 et j'avais lu un article sur ce pauvre garçon qui a fait une greffe de barbe en Tunisie, je crois, et ça s'est très mal passé. Et il a fini par se suicider parce que tellement il souffrait, il n'en pouvait plus. Et dans le cadre d'une interview que j'ai faite, je suis tombé nez à nez avec son père alors que j'avais lu l'article qui racontait son histoire, quoi. Bon, ça, c'est douloureux aussi, quoi. Hein, quand on perd un enfant comme ça. Voilà, donc on peut toujours... voilà, je crois qu'il faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on vit et se dire qu'il y a toujours un moyen de... Ce papa-là, par exemple, le moyen qu'il a trouvé pour survivre à ça, lui, pour se remettre, c'est il va raconter son histoire pour pas que ça arrive à d'autres. Voilà. Et c'est un peu... Moi, je fais des livres de témoignages souvent. Voilà. Et quand on témoigne, c'est d'abord pour quand même garder une empreinte de ce qui s'est passé, pour l'histoire, mais aussi pour faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres. Voilà. Et moi, à travers ce bouquin, il y a aussi un autre message qui est quand même que on devrait, dans nos sociétés, on devrait apprendre à nos enfants à parler, à dire ce qu'ils vivent à l'abri des regards, derrière les portes closes. Parce que rien ne justifie certains écueils, certains comportements. C'est pas parce que c'est notre père, notre mère, notre tante ou notre oncle qui ont le droit de nous faire tout et n'importe quoi. Et s'ils le font, c'est pas parce que c'est notre père, notre mère, notre tante ou notre oncle qu'on doit se taire. Non. Et on doit changer quelque chose culturellement dans nos sociétés pour réapprendre aux enfants à parler. Parce que un enfant détruit, c'est un adulte difficile à gérer dans la société. Voilà. Ça fait un délinquant, ça fait un psychopathe, ça fait quelqu'un qui va à l'hôpital psychiatrique, ça fait quelqu'un d'instable, ça fait quelqu'un... Voilà. Un enfant abîmé, c'est un adulte déglingué. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Si les traumatismes ne sont pas gérés et résolus, ça fait des adultes ingérables pour la société. Franchement, tout est dit. Tout est dit. En tout cas, voilà, moi j'ai senti quelqu'un qui a exorcisé les démons enfin, démons, c'est même pas des démons, en tout cas, les choses qu'il a vécues de très difficiles. Donc on sent que tu es en paix là aujourd'hui. Oui, je suis très heureux. On sent que tu es en paix et voilà, je réitère mes félicitations. Et on va parler de choses un peu plus gaies quand même. On va parler de musique. Donc, toi, tu es parolier, compositeur, interprète aussi. Ouais. T'as écrit beaucoup de chansons. T'as écrit pour, je crois, Tania Saint-Val, Michel Fugain, Daniel Lavoie. Ouais. Tu parles aussi dans ton livre de Gérard Lenormand. Ouais. T'as écrit pour lui. Ouais. T'as écrit combien de chansons à peu près ? Oh, j'en sais rien. T'as pas compté ? J'en sais rien, non, je compte pas. Ok. Et t'as décidé d'être interprète quand ?
T'as toujours été interprète ou tu t'es vraiment, à un moment donné, tu Non, dis... en fait, je suis devenu... Enfin, je voulais chanter, mais chanter, ça s'apprend aussi. Voilà. Mais, et puis, on peut pas tout faire en même temps, quoi. Mais en fait, j'ai complètement basculé parce que j'ai été signé par un label américain, en fait, sur un single qui s'appelle Diva. Ok. De Euh, toi? de moi, c'est moi. Je suis devenu chanteur à ce moment-là, en fait. Ok. Ah, j'ai un talent scout américain qui m'a repéré pour un label et qui m'a signé sur un single qui s'appelle Diva. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis surtout, je voulais chanter parce que dans mon métier, on a toujours trop de chansons qui restent dans les tiroirs. Voilà. Il y a des chansons, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à les placer parce que il y a des artistes qui n'ont pas le courage nécessaire pour aborder certains sujets, etc. Ou parfois c'est des questions de sensibilité, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des chefs-d'œuvre dans les tiroirs qui sortent jamais. Et puis je me disais quand même, il y a des chansons, elles méritent d'exister. Et donc si personne veut les chanter, je vais les chanter moi. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et puis dans la foulée, je me suis dit, il y a quand même des chansons qui sont sorties que j'aimerais bien refaire. Et dans ce parcours de parolier, pour toi, c'est quelle est la... Bon, pas vexer les gens, mais tu parles avec le cœur. Quelle est la chanson la plus belle que tu as pu écrire? La chanson la plus belle que j'ai pu écrire, je pense que c'est... je pense que c'est Ma blessure, mais voilà, celle que j'ai faite pour Patricia Cass. Mais c'est une chanson qui est passée un peu à côté. Mais je pense que c'est la plus belle, ouais. Mais elles sont toutes belles. Enfin, comme dit Barbelivien, je les aime toutes mes chansons, quoi. Donc je les ai toutes faites, c'est toutes mes bébés, quoi. Mais voilà. Ouais. Mais celle dont je suis le plus Fier, ouais. ouais, c'est sans doute c'est ce texte-là, ouais. Ouais. Et t'écris toujours pour les gens? Un peu moins? Non, j'écris plus pour les gens. T'écris pour toi? D'abord parce qu'il y en a plus beaucoup. J'ai pas forcément envie d'écrire pour tout le monde non plus. En tout cas, t'as écrit pour ceux pour qui tu voulais écrire, du moins. Ouais, ça oui. Oui. Ah bah et, oui. puis, j'écris pour moi beaucoup maintenant. Voilà. Ok. Écoute, je vais te proposer un petit jeu. J'appelle ça le jeu des casquettes. Tu vas te mettre dans la peau d'un acteur de la musique, producteur, bref. Et en gros, je vais te demander qui, pourquoi. Donc, si tu étais producteur, tu produirais qui, pourquoi? D'un artiste vivant ou décédé. Est-ce que ça te va? On y va? Ouais. Ok, bon. Si tu devais être interprète, ce que tu es, mais bon, on va dire que tu ne l'es pas, mais tu l'es. Tu voudrais interpréter quelle chanson d'un artiste décédé ou vivant? Et pourquoi? La réponse est toute faite, c'est La chanson des vieux amants de Brel. Pourquoi? Parce que c'est la plus belle chanson du monde. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Si tu devais écrire une chanson, hormis les tiennes. Je suis malade. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est la chanson la plus forte du monde. Et puis, quand on raconte l'histoire que j'ai racontée, Je suis malade, ouais, c'est Serge approprié. Lama. Voilà. Si tu devais avoir la carrière d'un artiste vivant ou décédé, ce serait quelle carrière, pourquoi? Paul McCartney. Pourquoi? Parce qu'il a été un Beatles, que c'était incroyable et qu'après il a réussi à faire une carrière solo posée et qu'il est toujours là et que je l'ai vu au Stade de France une fois et quand je l'ai vu je me suis dit je vais arrêter la musique parce que c'est une imposture quoi. Ah ouais? Ben oui. Si tu devais assister à un live d'un artiste décédé ou vivant, ce serait qui, pourquoi? Ah, c'est moins simple, là. Je crois que j'aurais aimé voir Arnaud sur scène. Ok, pourquoi? Voilà. Parce qu'il est complètement déchiré et il avait une sensibilité incroyable et je pense que sur scène ça devait être quelque chose. Si tu devais composer un titre d'un artiste décédé ou vivant, ce serait quel morceau, pourquoi? Oh, mais des chansons que j'aurais voulu écrire, mais il n'y a que ça quoi.
n'y a que ça. La bohème. L'amour. Ok. Pourquoi? Je sais pourquoi, mais bon, on demande quand même. Bah, parce qu'elle est indémodable. Elle est indémodable parce que quand je la chante sur scène, il se passe quelque chose. Parce qu'elle parle de la vie d'artiste. Voilà, elle est et sûrement plus que de la vie d'artiste aussi. Voilà, elle parle de la vie en général, quoi. Voilà. Si tu étais éditeur de musical, tu devais acheter un catalogue. Ce serait le catalogue de quel artiste, pourquoi? Si je devais acheter Un catalogue. un catalogue, j'achèterais sans doute. Non, mais il y en a tellement. Non, mais j'achèterais sans aucun doute le catalogue de Michael Jackson. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la dernière révolution musicale qu'on ait vraiment connue, quoi. Enfin, il a révolutionné la pop de manière définitive. Et il y a un avant et un après, quoi. Ok. Bah écoute, merci d'avoir participé au jeu. Hein. Avec plaisir. Merci. Voilà. Et ici, on a une rubrique lecture. Est-ce que tu aurais 3 livres à recommander, s'il te plaît? Bah, je suis pas politiquement correct, donc. Non, vas-y, carte blanche, vas-y. Donc, je vais commencer par. Le voyage au bout de la nuit de Céline. Ensuite, je vais tricher un peu parce que c'est la trilogie d'Henry Miller, Nexus, Sexus, Plexus. Et puis, Crime et Châtiment de Dostoïevski, bien sûr. Ok. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Oh, c'est trop gentil. Sérieux. Ouais. Alors, en espérant que tu ne l'aies pas déjà. Oh non, mais fallait pas. Merci. Bon, si c'est comme ça, c'est la tradition. Est-ce que tu peux l'ouvrir tu m'étonnes que je vais l'ouvrir maintenant. Et le montrer. Si j'y arrive. Hein, parce que... Ça va, c'est bon. Hop. Alors, c'est quoi la surprise? Excellent. Alice Taglioni, un papa vivant. Un papa vivant, excellent. Ouais. Est-ce que tu peux lire la 4e de couverture, s'il te plaît? Ah oui, mais alors, il faut que je mette mes lunettes là, parce que je vois rien. Ou soit je la lis pour toi. Oui, parce que sinon. Allez. Elliot fêtera ses 7 ans dans une semaine. Sur une feuille de papier, il a rédigé au feutre une liste de cadeaux, un déguisement de pirate, une montre pour apprendre à lire l'heure et un papa. Il sait que sa mère ne roule pas sur l'or, mais il espère qu'elle pourra lui acheter tout ça. Après tout, un papa, ça ne doit pas coûter bien cher, puisque tout le monde en a un. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. J'ai vu ce site-là, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ça devrait coller. Excellent. Je t'en prie. Et j'ai 2 dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Bah, il y a 2 choses. D'abord, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien et comme un grand parolier, sûrement. Ouais. Ah, c'est ce que t'es, ça se voit. Hein. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le meilleur. C'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. C'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, Sylvain, merci à toi. Merci à toi pour tes mots, ta résilience, parce que c'est le mot-clé. Parce que tu as traversé les enfers et tu es toujours debout, vivant. Et plein de vie, plein de projets aussi. Ouais, donc, franchement, félicitations. Sois vraiment fier de toi et que les tiens soient aussi fiers de toi, de ta traversée, de cette odyssée-là, parce que tu es vraiment ressorti par le haut, alors qu'on t'a entraîné vers le bas et finalement, tu es resté debout, droit dans tes bottes, dans tes objectifs. Ce qui est très important, et tu es un exemple. Voilà. Merci beaucoup. Je vais rougir. Hein, si non, mais c'est sérieux, c'est sincère. Hein. En tout cas, voilà le livre. Pourtant, c'était ma mère, disponible aux éditions City Edition. Donc, en tout cas, elle est disponible partout. Allez vous le procurer.
En tout cas, je réitère mes félicitations et un grand merci, Sylvain, pour ta présence et pour tes mots. Merci à toi, Audrey, pour ton accueil. C'est normal, c'est normal. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.